avec nous. Et je me présente déjà, Jasmine Doris Abadassi. Je suis la modératrice de la séance et je vais laisser notre hôte se présenter. Ok, bonsoir à tous. J'espère que vous me recevez, hein. Je pense, est-ce qu'on peut m'aider à confirmer ça rapidement? Ok, c'est Oui, bon. on te Euh, reçoit. ok, donc déjà, bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Je suis très content d'être ici avec vous. On va faire une petite présentation. Ça sera pas très long normalement. On va parler des métiers de la data, de ce qu'il faut. On va surtout parler des métiers techniques. Et on ne va pas, je pense qu'on va pas trop parler de tout ce qui est managérial et autres parce que je pense que ça n'intéresse pas énormément de gens ici, même si c'est quand même bien aussi d'aborder ces sujets-là. Donc, le but de la présentation, déjà, c'est ça, présenter les divers métiers qu'on a dans la data aujourd'hui, les principaux, parce qu'il y en a énormément, et on prendra les questions et tout après. Donc, Jospin, je pense que je vais te laisser. C'est quoi la suite maintenant? Je commence la présentation ou comment ça se passe? Oui, tu peux commencer la présentation, tu peux partager ton écran. Ok, un instant. Donc, en attendant, vous avez la possibilité de laisser vos questions dans le chat. On peut relayer pour ceux qui ne peuvent pas lever la main ou qui ont un quelconque souci. Donc, vous pouvez interagir via le chat. Mais les petits là. Ok, je pense que tout le monde voit ma présentation là. Oui, c'est bon. Ok, donc les métiers de la data, comprendre les rôles, les interactions au sein d'une équipe, comment est-ce que ça fonctionne, enfin comment est-ce que c'est censé fonctionner au moins, et les responsabilités et rôles de chacun. Donc, dans un premier temps, on va parler de ce que c'est que la donnée, ce que c'est que la data déjà, pouvoir définir ça, parler du cycle de vie de la donnée, d'où est-ce qu'on prend la donnée, qu'est-ce qu'on fait avec, qu'est-ce que ça devient, c'est quoi le but et tout, et les principaux métiers de la data et de l'IA. Donc, déjà, commençons par la donnée. La donnée, elle est partout autour de nous. C'est toutes les informations qu'on peut collecter, utiliser pour comprendre, analyser quelque chose. Par exemple, aujourd'hui, je pense qu'il fait assez sombre, hein. Il y a eu plus ce matin. C'est une donnée qu'on a. Ça peut être notre poids, ça peut être notre taille, la marque de ta moto et ta consommation en carburant, je sais pas. Donc, la donnée, en fait, c'est quelque chose qui est partout. On l'a dans tous nos systèmes. Quand on construit nos systèmes, que ce soit un système mécanique, et climatique, je sais pas quoi, peu importe le type de système qu'on a, ou un système informatique, un logiciel, on collecte de la donnée, on enregistre de la donnée et on est amené à traiter cette donnée-là pour pouvoir créer de la valeur, pour pouvoir aider le business, aider, comment on appelle, et le produit à évoluer, aider ce qu'on fait à s'améliorer et tout, créer des modèles d'IA, tout et tout derrière aussi. Donc, la donnée, en fait, c'est le cœur de tout ce qui est tout ce qu'on veut aborder aujourd'hui, tout ce qui est data science, data engineering. Et comme je le dis souvent, on dit souvent data avant de dire science. Donc, si on n'a pas de données, en fait, il n'y a pas de science. Si on n'a pas de données, il n'y a pas d'analytique et tout. Donc, pour ce qui est de la donnée, je pense que tout le monde savait à peu près ce que c'était. On ne va pas perdre du temps dessus. On va parler maintenant du cycle de vie de la donnée. Donc, comme je l'ai dit précédemment, en fait, la donnée, le but, en fait, d'avoir de la donnée est de pouvoir l'utiliser, de pouvoir réellement créer de la valeur avec. Et créer de la valeur, comme on l'a dit, ça passe par ce qu'on appelle beaucoup les data products, l'IA, les analyses, les rapports, ce genre de choses. Donc, comment est-ce que la donnée vit de façon générale, en fait? Peu importe le secteur, on va d'abord commencer par collecter de la donnée, c'est-à-dire si on est dans un logiciel qu'on a conçu, dans un produit client, en fait, on va collecter de la donnée, on va
bases de données sources et de l'entreprise, des fichiers Excel, des données climatiques, on va les recueillir, des données, comment dire, des données d'enquête. On va sur le terrain, on pose des questions aux gens, ou on envoie des formulaires, des Google Forms et tout. Donc, tout ça, en fait, fait partie de la collecte. Donc, il faut collecter ces données-là, il faut rassembler toutes les informations dont on est censé avoir besoin. Et ensuite, maintenant, il faut pouvoir les stocker, c'est-à-dire les mettre quelque part où la team data, en fait, qui est censée utiliser ces données-là pour aider l'organisation en question à produire de la valeur, puisse dire, ah, c'est là-bas que nos données sont stockées. Si on en a besoin, bah, on ira là-bas, on les verra ici, on les verra là. Donc, il faut ensuite stocker, il faut ensuite traiter. Donc, le traitement, ça consiste à faire tout ce qu'on veut comme opération. Si on se dit que certaines données ne sont pas nécessaires, certaines données, non, il faut les mettre en forme comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça dessus. Donc, le traitement, la transformation, c'est réellement ce qui est dessus. Ensuite, dès qu'on a transformé, je pense qu'on peut dire qu'il y a une deuxième étape. On est censé encore stocker ce qu'on a transformé, mais bon, ça, on verra plus tard. Et le but, en fait, lorsqu'on a des données transformées, des données propre, comme on dit souvent, en fait, c'est soit de l'analyse, savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, de pouvoir faire, en fonction de ça, une prise de décision, de pouvoir faire des prévisions, de dire, ah, en fonction de ce qui s'est passé là, bah, on aura tel, d'après les données qu'on a, en fait, tel truc qui peut se passer. Et bah, ça, si on voudrait que ça aille plutôt dans tel sens, ou si on voudrait améliorer tel truc, bah, il faudra le faire comme ça, etc., etc. Ça sert aussi à faire beaucoup de... Quand on parle d'analyse aussi, ce n'est pas que les rapports, il y a aussi les tests d'hypothèses. C'est-à-dire qu'on avait une hypothèse au départ, c'était que peut-être la plupart des gens sur la plateforme ne duraient pas plus de 3 mois, par exemple. Je prends une plateforme de réseau social, par exemple. Donc, quand on a nos données qui sont propres, traitées, on peut faire ces tests là-dessus et savoir est-ce qu'effectivement ce qu'on disait, c'était vrai. Et après, on peut aller plus loin dans les analyses et tout. Le deuxième truc, c'est les data products, comme on les appelle souvent. On va mettre dedans tout ce qui est dashboard, tout ce qui est IA. En fait, les deux, sont les deux, comme je les ai séparés, mais en fait, c'est toujours la même chose. Donc, on va mettre dans tout ce qui est dashboard, tout ce qui est IA et tout. Et tout ce qui est modèle de langue aujourd'hui, si on veut, comme les LLM et autres. Parce que je pense que c'est peut-être une catégorie à part aussi. Donc, de façon générale, c'est comme ça que la donnée vit. Il y a peut-être une sorte de boucle où on redéfinit un besoin, où on doit revenir encore à la collecte ou je sais pas quoi. Mais de façon générale, c'est à peu près ça. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qui intervient à quel niveau, en fait, dans cette chaîne-là et qui est censé faire quoi. Parce que, effectivement, on parle d'équipe, c'est-à-dire qu'une seule personne ne peut pas gérer toutes ces étapes-là à la fois et réellement maîtriser la chaîne de valeur de bout en bout et réellement implémenter tout, être sur tous les fronts aussi. Donc, on va maintenant parler des divers métiers de la data et de l'IA. Le premier métier qu'on va aborder, c'est le métier de data engineer. Donc, déjà, pourquoi on va aborder le métier de data engineer? Parce que le métier de data engineer, disons que c'est un peu lui qui est à la source, c'est-à-dire collecte et stockage et traitement, si on veut. Donc, le data engineer, en fait, c'est le garant de l'infrastructure de data et de la donnée en général. C'est-à-dire que c'est lui qui est censé, en fait, aller communiquer avec les bases de données qu'on a. Si on a des bases de données, des fichiers, si on a des formulaires qu'on a remplis et qu'on doit récupérer pour insérer dans des systèmes analytiques et tout. En fait, il est censé aller récupérer tout ça et en fonction maintenant des besoins que les gens ont, il saura maintenant comment les stocker, comment les traiter et comment les mettre à disposition du reste de l'équipe en fait. Donc, déjà, si on doit regarder en dehors de l'équipe data, le data engineer, en fait, la plupart du temps, il va beaucoup discuter avec l'équipe software, si on est dans une boîte IT. Il va beaucoup discuter avec l'équipe software engineering parce que la plupart du temps, ce sont eux qui implémentent les logiciels, les applications d'où on est censé aller tirer de la donnée, en fait. Donc, il faut qu'ils comprennent comment est-ce qu'ils ont structuré leur base de données, il faut qu'ils comprennent comment interagir avec, il faut qu'ils comprennent où est-ce que les bases de données sont situées et tout. Il faut qu'ils comprennent aussi quelles sont les données qui sont disponibles, en fait, dans cette base de données-là. Et au sein de son équipe, lui, il va beaucoup travailler, en fait, avec les data scientists, avec les data analysts,
qui vont leur dire leurs besoins et lui, il serait censé en fait délivrer de la donnée à ce truc. Donc, son rôle, en fait, c'est un peu comme un rôle de back-end, c'est de délivrer de la donnée, d'apporter ce que la personne devant veut, sans pour autant être forcément impliqué dans qu'est-ce qu'il veut réellement faire avec. C'est un rôle central parce que c'est un peu comme, on peut dire que c'est le bas de la pyramide. Si la fondation n'est pas bonne, en fait, euh, on construit réellement de bonnes choses sur de la mauvaise donnée, sur de la mauvaise donnée. Donc, le data engineer, en fait, c'est son rôle. Donc, il va construire la plupart du temps. Il va construire, développer, maintenir ce qu'on appelle la plupart du temps des data pipelines pour déplacer de la donnée, extraire, consommer, sauvegarder en base et tout. S'assurer que ça ne tombe pas en panne, que chacun ait la donnée au moment où il en a besoin, au moment où il est censé l'avoir et tout. Que la donnée qu'il donne, en fait, soit fiable et réponde à ce qu'on lui a demandé. Donc, principalement, les skills dont il aura besoin, il doit être bon en programmation. Je pense que le data engineer, c'est l'un des métiers en data qui est l'un des plus techniques. Donc, il doit être très bon. Beaucoup, en tout cas, comparé au reste de l'équipe, il doit être réellement bon en programmation. Il doit maîtriser un minimum d'orchestration. L'orchestration, en fait, c'est le fait de planifier des tâches, de se dire, il y a Alfred qui est data analyst qui a dit que chaque jour, en fait, chaque semaine, en fait, il voudrait des chiffres sur, je sais pas quoi, sur ce qui s'est passé dans la semaine, donc les ventes qu'on a faites et tout, et qu'il les voudrait dans sa base de données et SQL ou bien dans son fichier Excel quelque part ou dans son Google Drive. Donc, si tu es data engineer, tu dois pouvoir aller orchestrer en fait les petites tâches avec des outils pour dire, bon, il faut prendre telle donnée de ci, telle donnée de ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc, c'est un peu une façon de manager de petites tâches et à la fin d'aboutir en fait au résultat qu'on veut derrière. Donc, l'orchestration, c'est techniquement ça. Et l'outil le plus en vogue aujourd'hui qu'on utilise, bien sûr, c'est Airflow. Il y a d'autres alternatives comme Daxter ou Prefect. Ensuite, il doit maîtriser tout ce qui est stockage et base de données, toutes les technologies, les bases de données relationnelles, et notamment du SQL, du PostgreSQL, ce genre de choses. Il doit pouvoir discuter avec du NoSQL. Il doit comprendre comment est-ce qu'il faut sauvegarder la donnée, c'est-à-dire les data lakes, les data warehouse, les lakehouse. Comment est-ce que ça fonctionne et tout. Il doit comprendre comment organiser cette donnée, comment modéliser cette donnée, en fait, pour qu'elle réponde aux besoins qu'on puisse avoir. Il doit aussi maîtriser un minimum d'infrastructures, et notamment Linux. Linux, ça, je crois que tout le monde doit le maîtriser. Il doit maîtriser ce qu'on appelle aussi les architectures distribuées ou les architectures distribuées, en fait. Bon, si vous avez des questions par rapport à ça, on y reviendra, mais techniquement, on va parler de Spark, on va parler de Kafka pour faire de l'event browsing, driven plutôt. Et il doit avoir un minimum de compétences aussi en DevOps. C'est-à-dire, il doit maîtriser Git, il doit maîtriser tout ce qui est bonne pratique CI/CD. Il doit maîtriser, bon, je n'ai pas parlé dans la partie programmation, mais il doit maîtriser aussi un minimum tout ce qui est pratique software, c'est-à-dire écrire des tests, écrire du bon code, du code maintenable et tout. Donc, tout ça, en fait, on fait partie. Et comme je l'ai dit, c'est l'un des métiers sur le plan informatique qui est le plus technique, en fait. Et réellement, c'est un métier, je ne sais pas si vous avez remarqué, on n'a pas parlé ici de mathématiques, on n'a pas parlé d'IA, forcément, on n'a pas parlé d'intelligence artificielle, on n'a pas parlé de statistiques et tout. Donc, c'est un métier qui, de base, on peut se dire purement informatique et réellement très technique dans le côté code et informatique, en fait. Donc, la plupart du temps, ce qu'on va demander, c'est une licence, un master en informatique, en software engineering, en génie logiciel, en big data, ou parfois même on va te demander d'avoir une expérience en software engineering d'abord, avant de devenir data engineer, même si je ne pense pas que ce soit tout le monde. Je pense que je ne l'ai pas mis là, mais il y a aussi le cloud, en fait, qui est devenu très, très, très répandu aujourd'hui. Donc, les data engineers, il y a beaucoup de boîtes, surtout des boîtes qui sont avancées, surtout ce qui est stack, qui sont sur le cloud et tout. Il y a plein de services aujourd'hui pour faciliter la vie des data engineers, plein d'outils pour gérer plein de trucs. Donc, il doit avoir une bonne maîtrise, au moins d'un provider cloud, que ce soit Azure, AWS ou GCP. Ce n'est pas forcément obligatoire quand on commence sur le dire, mais c'est toujours bien d'avoir une bonne maîtrise
d'un outil cloud. Donc, on va ensuite parler du data analyst. Data analyst. Le data analyst, un instant. Le data analyst, en fait, c'est l'interface business de l'équipe data. C'est-à-dire que c'est le gars, en fait, c'est le gars, en fait, c'est le gars, en fait, qui doit aller discuter avec l'équipe business, avec l'équipe marketing, avec la direction, avec le management, avec l'équipe de vente et tout. Donc, dans l'équipe data, c'est lui qui parle le plus avec eux. Et, et paradoxalement, si on veut, en fait, c'est l'un des profils les moins techniques quand il s'agit de trop d'enfants. Parce que son rôle est réellement métier, son rôle est réellement business. Donc, quand vous êtes data analyst, vous serez amené à traiter de la donnée. Principalement, ça sera du SQL, des fichiers Excel, du Google Sheets. Vous allez faire beaucoup de statistiques pour aider en fait les équipes métiers. Pourquoi ce rôle est essentiel? Parce que en fait, comme on l'a dit en fait, le but de la data c'est d'apporter de la valeur. Donc il faut aller discuter avec le business, avec le management pour savoir en fait quand on fait notre produit, qu'est-ce qui est réellement important pour vous comme chiffre. Et, en fonction des chiffres qu'on a et qu'on les analyse, qu'est-ce que les chiffres disent, qu'est-ce que ça raconte comme histoire, qu'est-ce qu'il faut prendre en fait comme décision. Donc, en fait, le data analyst, il est dans ce monde-là, en fait. Donc, la principale compétence même qu'on va lui demander réellement, c'est de comprendre le business, c'est de comprendre le produit qu'on est en train de vendre. Donc, dans un premier temps, c'est réellement ça, en fait. Sa première force, en fait, ce qu'on va lui demander réellement. Ensuite, il doit pouvoir être capable aussi d'interagir avec de la donnée, forcément, parce que c'est de la donnée là qui va pouvoir extraire ses stats, qui va pouvoir faire ses visualisations, ses dashboards, aller à une réunion, présenter un dashboard et dire, ah, en fait, le dashboard, il dit tant. Ça veut dire qu'on a fait tant, ceci a marché, ceci n'a pas marché, et on doit faire tant, on doit faire tant. Donc, c'est réellement le rôle du data analyst. Donc, comme on l'a déjà dit, Google Sheet, Excel, il doit être bon en stats, il doit comprendre les stats, comprendre tout ce qui est statistiques descriptives, statistiques inférentielles. Il doit réellement être calé dessus. Il doit pouvoir faire de la visualisation, du dashboarding. Il y a des outils très simples pour faire aujourd'hui, hein, Power BI, Tableau, Looker, Superset, etc. Il doit savoir comment mettre en forme des rapports, comprendre les chiffres, les KPI, parce que on est dans une même boîte, mais le chiffre d'affaires, c'est pas le même pour tout le monde. C'est pas le même pour l'équipe management, c'est pas le même pour la direction, c'est pas le même pour la compta. Donc, c'est pas le même pour l'équipe finance. Donc, chacun a son interprétation de la chose. Il doit être capable de comprendre toutes ces spécifications-là. Et ce qu'on va lui demander la plupart du temps, on va lui demander un master ou une licence en statistique, en mathématiques appliquées, ou en économie, ou et souvent, comme je l'ai dit, une expertise métier, ça va être business, marketing, finance, santé, etc. Et il faut savoir qu'on ne peut pas être data analyst, en fait, dans, je dirais, tous les domaines. Parce que, comme je l'ai dit, c'est d'abord une expertise métier sur laquelle on construit, en fait, des compétences techniques. Donc, il faut choisir, comme on le dit, il faut choisir son combat. Donc, si tu es un financier, data analyst de la finance, je sais pas quoi, tu peux toujours switcher, mais en fait, il faut que tu aies toujours ton domaine de prédilection. Donc, la principale interface, en fait, des data analysts au sein de l'équipe, ça sera souvent les data engineers parce que, comme on l'a dit, ils ont besoin de la donnée, ils ont besoin de chiffres, ils ont besoin de ça. Donc, parfois, eux, ils vont même définir, en fait, les transformations qu'ils veulent, les requêtes SQL, ils vont exprimer leurs besoins et parfois même définir ça et les transmettre maintenant au data engineer qui est censé maintenant orchestrer tout ça, le livrer de la donnée comme il veut, etc. Et donc, c'était un peu ça pour le data analyst. On va maintenant parler du data scientist. Data scientist, je pense que c'est ce que tout le monde, quand on parle data directement, c'est ce qui vient à l'esprit de tout le monde déjà. Data scientist, data scientist. On va voir ce que le data scientist fait. Le data scientist, lui, je dirais qu'il est un peu comme le data analyst. Il a un rôle beaucoup plus technique. Et son rôle, en fait, quand c'est le prédictif, c'est-à-dire que le data scientist, lui, réellement, son rôle, c'est de la prédiction, c'est d'aller devant. Le data analyst, vous allez remarquer qu'il est souvent dans le passé.
C'est-à-dire, il peut vous dire ce qui s'est passé hier, il peut vous dire ce qui s'est passé avant-hier, il peut vous dire ce qui s'est passé il y a un mois, il peut vous dire pourquoi ça s'est passé comme ça, parce que lui, il peut l'expliquer, il comprend le business, il comprend le métier. Mais son rôle n'est pas vraiment de vous dire, il peut faire des recommandations, mais son rôle n'est pas forcément de vous dire, bah, dans un mois, en fait, le chiffre d'affaires qu'on va faire, c'est 1 million, c'est ci, c'est ça. Et son rôle, comme le data engineer, c'est pas d'écrire des modèles, c'est pas de créer de l'intelligence artificielle. On l'a vu. Le rôle qui est censé faire ça, c'est le data scientist. Donc, lui, son rôle, c'est d'entraîner, de concevoir des modèles, de monitorer, si on veut aussi, d'évaluer des modèles statistiques. Ça peut être des modèles de statistiques, de séries temporelles, des modèles de machine learning, des IA comme ChatGPT, Gemini, des IA de computer vision, plein de trucs. Donc, son rôle, c'est ça, en fait. C'est là que lui, il apporte de la valeur. Donc, lui aussi, il va beaucoup parler avec tout ce qui est équipe métier. Euh, Beaucoup moins que le data analyst, je pense. Ça, c'est mon avis. Mais il va aussi beaucoup parler avec son équipe data, notamment avec les data engineers et les machine learning engineers. Donc, ce qu'on va lui demander déjà de base comme skill, c'est d'être bon en programmation, euh, réellement du bon Python, du SQL. Le SQL, c'est obligatoire pour tout le monde, peu importe le poste. Du R, ça va dépendre de l'entreprise Python ou R, de ce qu'ils utilisent. Il doit être capable de faire de l'analyse de données beaucoup plus avancée que le data analyst, c'est-à-dire dans cette test statistique, dans cette inference statistique, dans les analyses qu'il va faire, en fait, il est censé être beaucoup plus calé niveau stats que le data analyst. On va lui demander d'être bon en statistique, en modélisation statistique, en machine learning notamment, et de pouvoir présenter ses rapports et ses dashboards et comment on appelle, les résultats des entraînements qu'il fait de ces modèles, les métriques qu'il utilise, les maths qu'il y a derrière, en fait, à toutes sortes de publics, que ce soit un public très technique ou un public métier ou un public à mi-chemin entre les deux, en fait. Donc, réellement, c'est ça. Et je dirais que en fonction des boîtes et tout, le métier de data scientist, il est beaucoup plus d'abord théorique, c'est-à-dire statistique, mathématique. Il faut une bonne base, on ne va pas se mentir. Il faut une bonne base déjà pour, sur ce domaine-là, pour maîtriser et pour pouvoir exercer ces métiers-là. Parce que, en fait, quand on parle de machine learning, de statistique et tout, si vous n'êtes pas bon en maths, si vous ne maîtrisez pas la fondation statistique, la fondation mathématique qu'il y a derrière un modèle, vous pouvez écrire du code, ça va marcher, mais en fait, au moment où il faudra pousser les choses un peu plus loin, on sera toujours bloqué. Donc, la base théorique est toujours la plus importante. Après, vous allez vous améliorer en code, vous allez vous améliorer en pratique software et tout. Donc, le data scientist, c'est son rôle, ça. Donc, ce qu'il lui va réellement faire, c'est communiquer avec les data engineers, pouvoir consommer de la donnée, faire ses analyses, savoir sur quelles données ils vont entraîner ces modèles, entraîner ces IA et faire des prédictions pour le business et passer peut-être le modèle ou, je sais pas, le tout au machine learning engineer qui va se charger de ce qu'il doit faire avec et tout. Donc, la plupart du temps, ce qu'on va lui demander, c'est un master en data science, en IA ou en mathématiques fondamentales, en statistiques, en mathématiques appliquées. Donc, c'est un peu ça pour le data scientist. Je pense qu'il y a énormément de choses à dire sur ce métier parce qu'il y a énormément de déclinaisons aussi. C'est le métier de data scientist aujourd'hui. Donc, il y a des data scientists qui sont spécialisés dans le NLP, dans la computer vision, dans tout ce qui est LLM aujourd'hui, ChatGPT. Et il y a des data scientists aussi qui sont spécialisés dans les domaines métiers parce que il faut comprendre aussi le métier avant de pouvoir prévenir des métriques sur certaines choses parce qu'on ne comprend pas les métriques, les KPI, en fait, d'un métier donné. Ce serait difficile pour toi de pouvoir prédire les chiffres pour réellement aider le business. Si un data analyst, un data scientist qui est spécialisé au transport, il sait comment écrire ses modèles, il sait quelles données il faut mettre dans ses modèles pour avoir en fait les bonnes données. Si c'est de la finance, si c'est de l'économie, si c'est du NLP, il sait en fait quelles données il doit mettre dedans pour pouvoir sortir ce qu'il doit sortir à la fin. Donc c'est réellement ça.
On va parler maintenant du Machine Learning Engineer. Le Machine Learning Engineer, son rôle, c'est de l'industrialisation des modèles. Et comme j'ai dit, pour les autres métiers, vous allez voir, on disait data avant de mettre ce qu'il y a dedans, data engineer, data scientist, data analyst. Et si on a mis ML engineer dans machine learning avant l'ingénierie d'abord, c'est son rôle, comme on l'a dit, industrialiser les modèles. C'est-à-dire que lui doit prendre les modèles de machine learning, c'est-à-dire que le machine learning engineer, même, je dirais qu'il n'existe pas réellement sans le data scientist, parce que le data scientist doit finir de travailler. Le machine learning engineer, en fait, doit prendre les données, en fait, du data scientist et pouvoir les amener en prod. Comme on l'a vu là, le data scientist, il ne communique pas avec la prod, il n'est pas sur les serveurs, il n'est pas dans de la CI/CD tous les jours. Son rôle réellement, c'est l'expérimentation, c'est la création de modèles, c'est de la prédiction. Mais tout ça, en fait, pour que ça ait de la valeur, il faut que ça soit dans des produits comme on le voit aujourd'hui, comme ChatGPT, comme Gemini, comme les modèles qu'on a sur nos téléphones, nos claviers qui font de l'autocomplétion, qui font de la correction orthographique, ce genre de choses. Donc, il faut pouvoir amener ces produits-là dans du logiciel. Donc, si on peut amener ces modèles-là dans du logiciel, et c'est là que le machine learning engineer, en fait, apparaît. Donc, lui, il est le relais, disons, entre l'équipe data et l'équipe DevOps et l'équipe software, mais de l'autre côté, en fait. C'est-à-dire qu'il doit, comme on l'a dit, il doit amener les modèles de l'autre côté. Donc, ce qu'on va lui demander, en fait, c'est d'avoir déjà une bonne culture DevOps, c'est-à-dire ce qui est outils DevOps qu'on utilise aujourd'hui, packaging, deployment, on va parler de Kubernetes, on va parler de Docker, on va parler d'API. Si on parle de niveau software, on va parler d'API. Donc, il doit être capable de transformer les modèles qu'on a là en API, pouvoir les déplacer, faire en sorte que les équipes back-end, software et front-end et autres puissent interagir avec ça très facilement. Il doit être capable de maîtriser tout ce qui est GitHub, CI/CD, monitorer des serveurs, monitorer de l'infra. Il doit aussi être capable de monitorer maintenant des modèles, parce que le modèle aussi, c'est comme un bébé, qui est censé grandir, évoluer, vivre avec le temps, mourir aussi un jour. Donc, il doit être capable de le monitorer, de comprendre qu'est-ce que le modèle fait en prod, pourquoi est-ce que ça fait ça, qu'est-ce qu'il faut faire. Il doit être capable d'aider aussi l'équipe data scientist à versionner tout ce qu'ils font comme travail. Parce que en data science, comme j'ai dit, on fait beaucoup d'expérimentations. Donc, il doit être capable de versionner ces expérimentations-là, de pouvoir les garder en mémoire, de pouvoir aider l'équipe à pouvoir comparer, en fait, toutes les expérimentations, de pouvoir valider, en fait, les modèles que les équipes data scientists vont le fournir et tout. Il doit être aussi capable de comprendre un minimum ce que fait le data engineer, d'où est-ce que la donnée quitte, où est-ce qu'elle va, comment est-ce qu'elle est transformée en cours de chemin, comment est-ce qu'il faut aider, travailler ensemble avec le data engineer pour aider en fait le modèle à consommer cette donnée-là. Donc ça, c'est le rôle en fait du machine learning engineer. Il peut aussi intervenir dans la partie modèle où avec certaines techniques, il est amené à optimiser ces modèles-là pour de la prod. Je donne un exemple, un data scientist sur un modèle. Le modèle marche très, très, très bien. Il y a peut-être 90% d'accuracy. Et on se dit que le modèle, chaque 1 heure, par exemple, il y aura 1 million d'appels et qui aillent vers le modèle. Mais disons qu'on a une infra qui ne peut pas supporter forcément ça ou des coûts qui vont exploser et tout. Donc, c'est vrai que le machine learning engineer peut le déployer comme ça, mais il peut se dire, bon, dans le modèle, il fonctionne de telle façon. Il y a des techniques, je prends l'exemple des LLM aujourd'hui qu'on appelle la quantisation, c'est qu'on peut réduire la précision du modèle, on peut optimiser certaines choses, on peut changer le format du modèle, on peut décider de réécrire certaines briques du modèle qui étaient en Python peut-être en C++ ou dans un autre langage pour améliorer certaines choses. C'est-à-dire qu'il peut rentrer réellement dans le corps du modèle avec la coopération des data scientists toujours et réellement pouvoir bricoler, pouvoir changer, pouvoir réellement venir dans le fond du modèle et pouvoir l'améliorer, pouvoir le rendre possible à utiliser pour de la prod. Ça rentre aussi dans le sens où tu as un modèle qui est très bon, peut-être pas très gros,
mais tu vas sur ChatGPT, par exemple, je prends un exemple, tu vas sur ChatGPT, par exemple, tu lui poses une question, il est obligé d'attendre 1 heure avant de te répondre. Tu vois que ça fait beaucoup, ça gâte l'expérience utilisateur, tout et tout. Donc, le temps de réponse, l'optimisation et la mise en cache des requêtes, plein de trucs comme ça, plein de sujets comme ça, ce sont des sujets, en fait, que le machine learning engineer est amené à traiter. Ça va dépendre aussi des boîtes, mais euh, peut-être que je dis beaucoup de choses là, mais on ne fait pas toujours tout. Et souvent, on a des équipes aussi de machine learning engineer. Donc, pour comprendre le machine learning engineer, tu vas comprendre euh, le machine learning d'abord. Donc, ce qu'on va te demander comme diplôme de formation, bah, ce sera un master en IA, en informatique, en génie logiciel, en data science, en big data, ou peut-être même un master, je sais pas, en DevOps, en infra, en admin système, ou d'avoir fait du data engineering. Et je pense que c'est le dernier métier qu'on va aborder là. Il y a plein d'autres métiers. On peut parler de tout ce qui est métier GNI et Analytic Engineer qui est très, très répandu aujourd'hui. Donc, on entend de plus en plus parler. Mais réellement, ces quatre-là sont le corps, en fait, d'une équipe data. Et il faut savoir que peu importe à quel poste vous commencez dans une équipe data, vous pouvez switcher dans une autre équipe, c'est-à-dire dans un autre corps de métier, devenir autre chose, changer, et finalement finir votre carrière là où vous voulez. C'était un peu ça pour la présentation. J'espère que je n'ai pas saoulé tout le monde et que on a pu me suivre un minimum. Donc, à présent, je vais laisser Josephine diriger le reste de la séance. On va prendre des questions et tout. Donc, merci beaucoup à tous. Merci, Abraham. C'était une belle présentation, je pense. On va recueillir l'avis de tout le monde pour voir. Est-ce que vous avez pu suivre? Super. Donc, on attend les questions si vous en avez, si vous avez des apports et tout. C'est le moment d'échanger aussi, hein, parce que voilà, c'est aussi une occasion pour échanger et tout. Donc, vous avez encore, on a prévu normalement 1 heure, donc il reste du temps pour poser des questions, toutes les questions que vous voulez. Sauf si vous trouvez que la présentation a été très claire. Et là, je vous propose d'applaudir alors le guest de l'aujourd'hui. Ok, Monsieur Romuald a levé la main. Monsieur Romuald, vous pouvez y aller. Oui, bonjour tout le monde. Merci pour la présentation, Abraham, c'était très bien. Je voulais poser une question par rapport à un métier qui a commencé à, euh, à, à être à la une depuis 2 ou 3 ans, toujours lié à l'IA, c'est l'IA engineering, et qui a commencé un peu à se séparer de, de tout ce qui existait dans les métiers de data classiques, avec une manière de faire spécifique. Et au fur et à mesure, comme j'ai dit, comme les choses avancent, ça commence clairement à se séparer. Et qu'est-ce que tu penses de ce métier-là? Est-ce que ce métier-là va définitivement se séparer? On aura AI ingénieur ou finalement c'est dû à la hype du moment et le ML ingénieur va toujours rester ML ingénieur, quoi. Voilà ma question. Ok, principalement, je pense que c'est beaucoup de hype, hein. Mais je dirais que c'est principalement quand tu regardes en fait ce que fait un AI engineer en fait, c'est principalement du ML engineer toujours. Donc, il va sûrement aussi beaucoup faire plus de data engineering qu'un ML engineer, mais beaucoup plus de software ou je sais pas. Mais réellement, quand tu regardes ce avec quoi il traite, ce qu'il fait tout le temps en fait, c'est du ML engineering.
toujours en fait, parce qu'il est censé, et lui, contrairement peut-être, on va le dire, au ML Engineer qui, lui, va intervenir beaucoup plus après le data scientist. Les ingénieurs, on va lui demander souvent d'être du bout en bout de la chaîne, c'est-à-dire pouvoir faire le travail de tout le monde, si on veut. Mais principalement, c'est du ML Engineer toujours. Donc, c'est du ML Engineering tout le temps. Donc, à mon avis, c'est ça. À mon avis, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de sous-métiers qui sortent et tout aujourd'hui. MLOps, ingénieur, LLMOps, plein de trucs. Donc, mais c'est toujours du ML engineering. Donc, je ne sais pas si j'ai pu répondre à ta question ou si tu as des apports par rapport à ça, Romain. Ok. Je vais aussi ajouter un petit truc. C'est que l'IA ingénieur, en fait, c'est aussi un peu, il faut ajouter comme compétence le deep learning, en fait. Surtout ça et tout. Donc, je pense que c'est un peu de la hype, mais c'est aussi, en fait, passer de la recherche. On passe de la recherche en IA à la production, en fait. Donc, c'est vraiment tous les métiers regroupés, un peu comme le data engineer, comme il a dit. Et c'est vraiment passer comment dire, c'est passer de la théorie au monde réel, en fait, si on peut dire ça comme ça. C'est essayer un tant soit peu c'est le pont, voilà, entre la data science et le monde réel. Donc, c'est un peu ça, en fait. C'est vraiment s'assurer que le modèle peut tourner dans une application en temps réel, sécurisée, rapide, scalable, sans tout casser. Donc, c'est vraiment ça, en fait. Et ça permet, c'est surtout utile dans les métiers, dans les domaines de la santé, surtout en imagerie médicale et aussi pour les applications hospitalières et tout. Si je dois ajouter quelque chose, c'est un peu ça. Donc, c'est tout ce qui est big data, imagerie et tout. Voilà. Ok, Monsieur Fresh Tuwino a levé la main. On va lui laisser poser sa question. Bonjour à tous. Déjà, bon, c'est pas Fresh Théorie en tant que tel, mais je suis Godwin Aguirre. Je remercie beaucoup Monsieur Abraham pour sa présentation. Ça m'a beaucoup aidé. Le métier qui m'intéresse le plus, je crois que c'est le métier de la data analyst. Et je demande, bon, si c'est possible que Monsieur Abraham puisse revenir sur le slide là. La question que j'aimerais plus le poser, en ce qui concerne les formations pour cela, est-ce qu'il pourrait mieux, enfin, m'orienter sur cela? Enfin, est-ce que je peux le faire actuellement comme je suis au Bénin? Est-ce que je peux le faire au Bénin ou bien est-ce que forcément je dois aller à l'extérieur pour le faire? Donc, j'aimerais plus au fait de la précision sur les formations, comment ça se passe. Merci beaucoup. Abraham, je te laisse répondre ou tu préfères que je réponde. C'est toi qui vois. J'étais même en train de parler, mon micro était coupé. Ah, Donc, d'accord. euh, je disais, tu parlais en fait du métier de data analyst. Donc, quand tu parlais de formation, je n'ai pas compris en fait. Bon, un peu comme, je ne sais pas, comme vous Une avez dit là, école ou quelque chose comme ça? oui, une école, oui, quelque chose comme ça. Si je dois commencer par exemple à partir de la première année ou bien comment, et le processus. Non, tu sais, à mon avis, tout le monde, peu importe le poste dans la vie aujourd'hui, on fait tous de la data, hein. On est tous data scientists, on est tous data analystes. Tu vas commencer quelque chose, peut-être tu vas tomber dans une boîte. Euh, Moi, je prends mon exemple, je suis à quelqu'un aujourd'hui. Donc, euh, à la base, je ne suis pas trop finance, je ne suis pas trop chiffre et tout. Mais aujourd'hui, c'est ce dont je parle le plus. Donc,
il faut d'abord avoir, comment on le dit, en fait, là, comme tu as regardé, c'est un master ou une licence en statistique, en mathématiques. Ça, tu peux le faire partout. Maintenant, après, apprendre à faire du SQL, apprendre à traiter des données et tout, peu importe. Ou même si tu avais une formation marketing, une formation et finance, ou même une formation dans la santé et tout, le reste, même une formation en comptable, et que tu veux switcher après, tu as juste à mettre tes compétences techniques derrière. Donc, en vrai, moi, je l'ai toujours dit, je n'aime pas limiter les gens en matière de formation ou en matière de compétences. Peu importe d'où vous quittez et autres, tant que vous avez envie de faire quelque chose, vous pouvez le faire. Donc, réellement, c'est mon avis par rapport à ça. Donc, si tu as envie d'être data analyst, je ne sais pas ce que tu fais comme formation actuellement, mais il y a toujours toutes les ressources pour t'aider à le faire. Il y a toujours toutes les ressources pour t'aider à comprendre le métier et la technique et tout. Donc, c'est mon avis par rapport à la question. Je ne sais pas si j'ai pu répondre un minimum à ta question ou si tu as d'autres choses à rajouter. Non, c'est bon, merci beaucoup. Ok. Je pense qu'il y a M. Romuald et M. Amos qui ont levé la main. Avant de les prendre, je vais ajouter que, en fait, le métier de data analyst, c'est bon, on a prévu des ateliers en griffe pour coder un peu. Donc, on va choisir 2 métiers, data analyst et data scientist, pour pouvoir le faire en 2 séances prochainement, c'est prévu. Maintenant, le métier de data analyst, en fait, je pense que c'est beaucoup plus des formations, je vais dire en griffe, en autodidacte, en fait. Il y a par exemple Open Classrooms qui propose des cours en data analyst. Comme on a dit, on n'est pas forcément obligé de coder. On peut utiliser des outils comme Power BI, Tableau, et il y a des cours pour avoir des certifications là-dedans. Par exemple, moi, j'ai une certification en, comment dire, en data visualisation avec Tableau, et bien que je code aussi. Donc, c'est à vous de voir, en fait. Ce qu'on peut vous conseiller, c'est d'aller sur Open Classrooms, d'aller sur DataCamp. Il y a aussi, comment dire, il y a aussi des trucs pour, par exemple, la Coding Academy qui fait de la data, je pense à Epitech. Il y a, enfin, en tout cas, au Bénin, il y a pas mal quand même de formations déjà qui existent et tout. Il y a aussi Ishiro qui organise sa formation, j'ai oublié le nom, dans lequel vous pouvez choisir la spécialité que vous voulez. Maintenant, quand vous parlez finance, c'est que là, vous devez vraiment maîtriser les contours du métier, en fait, puisque c'est dedans que vous travaillez. Vous maîtrisez les contours du métier, surtout les KPI, les indicateurs clés de performance, comment ça fonctionne et tout. Et vous devez aussi savoir comment faire parler les données. Il y a ce qu'on appelle le data storytelling. Il y a des documents, il y a des livres dessus que vous pouvez acheter. Bon, moi, je n'ai pas acheté, on me l'a offert, mais c'est numérique. Donc, voilà un peu quelques ressources qui pourraient vous être utiles. Maintenant, je vais laisser M. Romuald, M. Amos d'abord parler et après M. Romuald. Ok, merci beaucoup. Et merci à Abraham pour sa présentation. Moi, je voulais revenir sur les débouchés et les opportunités que ces métiers-là offrent ici dans le contexte du Bénin. Moi-même, en étant statisticien de formation, bon, de mon constat, c'est comme si ce n'est pas encore très développé ici et que nos boîtes qu'on a ici, nos entreprises qui sont majoritairement de petite taille, elles ne recrutent pas encore des gens en data et tout. Je pense souvent que c'est des gens qui ont fait de petites formations, même parfois c'est des comptables qui jouent le rôle de data analystes encore dans nos boîtes, à part les très grosses boîtes comme les MTN et autres. Donc, j'aimerais demander ces formations-là, est-ce qu'il y a vraiment
un intérêt à les faire dans le pays actuellement, ou s'il y a des opportunités d'exercer ces métiers-là, mais par exemple en freelance, et de pouvoir subvenir à ses besoins tout en étant ici et en travaillant en remote. Parce que moi-même, je suis intéressé par l'opportunité là, mais jusque-là, je n'ai pas encore pu trouver d'occasion réelle. Donc, j'aimerais savoir si c'est possible, si de votre expérience, si c'est possible. Donc, le Bénin, toujours le Bénin. Euh, donc, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Je pense que déjà, le Bénin, c'est le Bénin. Il faut que les choses quittent les States, viennent en France ou en Europe avant que ça ne tombe en Afrique ici. Mais je pense que de plus en plus, certaines entreprises, disons, ont compris un minimum que ça pouvait être intéressant pour eux d'avoir quelqu'un qui fait de la data. Et je pense que la plupart du temps, ce qu'ils se disent, c'est qu'ils vont recruter un data analyst ou un data scientist. Mais à mon avis, la plupart du temps, ce qu'ils devraient faire, c'est recruter un data engineer. Mais bon, ça, c'est mon avis, hein. Parenthèse fermée. Euh, donc, je veux dire que moi-même, je me dis que au Bénin, à part les grosses boîtes, il n'y a pas énormément d'opportunités dessus. Peut-être que je ne suis pas dans le bon réseau aussi, qui sait. Mais euh, moi, je n'en vois pas énormément passer sous la main. Je vais dire ça sincèrement comme ça. Après, pour tout ce qui est freelance et consort, je pense que c'est chacun qui voit, c'est chacun qui se débrouille, c'est chacun avec sa chance. Si quelqu'un trouve le filon pour être freelance sur une plateforme, qu'il arrive à réellement matcher, rencontrer des gens, bavarder avec des gens, pouvoir faire des remotes, c'est réellement plus humain que de simplement aller sur une plateforme et tout. Donc, c'est vraiment aussi avoir du réseau, connaître des gens tout le temps. Ensuite, est-ce que nos entreprises recrutent la plupart du temps ces profils-là? Je dirais que comme on l'a déjà dit ici, la plupart des entreprises réellement ne connaissent pas la différence. La plupart des entreprises se disent que ce n'est pas réellement important. Et la plupart des entreprises se disent que c'est quelqu'un qui vient juste écrire du code. Et que la plupart des entreprises se disent que c'est des développeurs aussi. C'est un peu ça. Et la plupart des développeurs disent que ce sont des développeurs aussi. Donc, réellement, il y a une mauvaise compréhension derrière de ces métiers, de ces trucs-là. Et, mais je pense que beaucoup de boîtes recrutent ces profils-là sans forcément mettre le mot data devant. Donc, si vous recrutez un statisticien en boîte, et en assurance, en banque, ou je ne sais pas trop, en biomédical, en biostatistique et autres, techniquement, vous recrutez un profil data. Peut-être que il ne va pas faire les choses de façon moderne comme on le fait aujourd'hui, mais techniquement, c'est ce qui se passe. Après, si vous êtes intéressé par ces aspects-là, moi, je pense qu'il y a toujours moyen de faire un minimum d'innovation dans le travail qu'on fait. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez dans un domaine où des gens ont des systèmes, des gens font des trucs de telle façon, que vous maîtrisez tout ce qui est moderne aujourd'hui, tout ce qu'on utilise de façon moderne, la façon dont on fait les choses aujourd'hui, en data science, en IA. Vous pouvez proposer de nouvelles approches, vous pouvez tester de nouvelles choses. Et moi, je vais donner un petit exemple, peut-être que c'est deux fois rien, où, en fait, euh, moi, j'étais resté en stage à l'agence de météorologie du Bénin. Donc, là-bas, eux, ils traitent beaucoup climat, ils traitent beaucoup pluie, consort et tout. Donc, ils ont leur méthode pour faire des analyses, ils ont leur méthode pour faire de la prévision, pour savoir s'il y aura plus aujourd'hui, pour regarder plein de trucs. Mais si tu arrives dans un milieu comme ça, en fait, et que toi, tu maîtrises tout ce qui est IA, machine learning, Python, etc., tu peux regarder, tu peux te dire, bah, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu penses qu'on peut améliorer, proposer de nouvelles approches aux gens. Et c'est de plus en plus ce qui se passe aujourd'hui. Vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'IA, beaucoup de recherches dans le domaine de l'IA et de la météo. Il y a beaucoup de recherches dans l'imagerie médicale et l'IA. Il y a beaucoup de recherches, même aujourd'hui, je l'ai vu encore dans la conception assistée par ordinateur.
des pièces mécaniques et tout. Donc, après, si vous êtes recruté en tant que statisticien et tout, et que vous pouvez réellement montrer, en fait, ces aspects-là, bah, c'est toujours mieux, en fait. Moi, je ne suis pas du genre à mettre des titres, surtout, forcément. Et puis, le Bénin, c'est toujours compliqué, hein. Moi, je pense comme ça. Donc, M. Amos aussi le sait très bien. Après, bon, le freelance, chacun voit comme il peut, chacun voit comme il peut gérer et tout. Après, si tu te dis que tu veux réellement être en plein dedans, être entouré de cet environnement technique, peut-être que le mieux, c'est de quitter le pays et d'aller voir ailleurs, quoi. Je sais pas si peut-être il y a quelqu'un qui voudrait, entre autres, pouvoir, en fait, donner son avis sur cette question. Ce serait intéressant quand même. Bon, monsieur Amos, je pense que j'ai essayé de répondre à votre question. Je ne sais pas si vous avez des apports par rapport à ça. Non, non, merci. Tu as bien expliqué. Moi-même, avant de poser, j'avais déjà mon appréhension sur la question, mais bon, malheureusement, c'est ça. Il est vrai qu'aujourd'hui, ça commence à changer un peu. Nos boîtes se modernisent aussi, mais ce n'est pas encore ça. Et c'est dû au fait qu'on n'a pas beaucoup d'entreprises dans le pays, malheureusement, pour absorber l'offre dans le domaine. Mais comme tu l'as dit, on est obligé de se débrouiller et on va faire avec. Je voulais poser une autre question là, c'est à Jospin. Elle avait parlé d'une formation de Aishiro en matière de data. Je voulais comprendre un peu plus. Euh, je pense que c'était, j'ai postulé la dernière fois, j'ai oublié le nom. J'ai oublié. Africa Tech Up Tour. Africa Tech Up Tour, voilà, c'est ça. Ils avaient lancé les inscriptions et tout. Mais je pense que là, c'est terminé, je pense. Voilà. Ce qui sont en partenariat avec Datacamp, pas mal d'institutions et tout. Déjà, Ishiro, c'est une association qui regroupe les gens qui sont vraiment dans le domaine de la data et tout. Et voilà, je pense qu'on peut leur écrire pour adhérer à l'association, entre autres. Ensuite, par rapport à votre préoccupation, je pense que l'autre chose, c'est l'entrepreneuriat, en fait. Si vous pensez que vous avez un projet qui nécessite vraiment l'utilisation des données comme, vraiment la source, la ressource, comme la matière première, en fait, vous pouvez y aller et présenter, ça on ne sait jamais. Parce qu'il y a des opportunités où, je pense, on peut présenter des projets et voir. Il y a aussi les hackathons qu'ils organisent. Il y a pas mal de choses. Bref, c'est à vous de voir, en fait. Mais dans le contexte béninois, on ne va pas se mentir, beaucoup d'entreprises ne savent déjà pas ce que c'est. Nous-mêmes, on ne sait pas vraiment faire la différence. C'est pour ça que ce meeting a été programmé pour permettre à tout le monde, tout le public de comprendre un peu les différences entre les différents métiers. Et après, vous êtes libre maintenant de choisir ce qui vous intéresse, mais en vous faisant, en étant réaliste sur le fait qu'au Bénin, c'est pas encore bien développé. Il y a aussi, comme il a dit, les plateformes de freelance et tout. Donc, c'est un peu ça. C'est vraiment compliqué, mais il y a aussi l'entrepreneuriat. Si vous êtes prêt à vous lancer dedans et que la donnée est vraiment la matière première, vous pouvez y aller. Mais si c'est pas ça, ne vous faites pas d'illusions, ça va pas marcher. Donc, c'est ce que moi, je peux ajouter par rapport à ça. Il y a M. Romuald qui ajoute, voilà, des liens. Je comptais le faire tout à l'heure, mais il ajoute déjà les liens et tout pour vous permettre de voir un peu comment ça se passe pour Africa Tech Up Tour, pour Ishiro. Voilà. Et il y a aussi, actuellement, le gouvernement aussi essaie de faire des efforts. On participe, par exemple, il y a le ministère qui participe à pas mal d'événements sur la donnée, sur l'IA dans le monde. Il y a aussi des conférences qui sont organisées. Je pense que la dernière fois, il y a eu le DSA, Data Science for Africa,
à Ibadan, au Nigeria et tout. Donc, il y a de ces trucs-là qui viennent et qui, si ça vous passionne vraiment, auquel vous pouvez participer. Donc, il y a LinkedIn qui vous sert aussi comment dire, de tremplin pour rechercher ce qui vous intéresse. C'est à vous de voir. Il y a YouTube. Il y a par exemple, comment dire, Kevin Dedila qui a des cours sur LinkedIn, sur YouTube, data analyst et tout. En tout cas, il y a pas mal de cours qui sont là. Et YouTube, TikTok aussi, où les gens proposent des contenus. Donc, c'est vraiment à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Mais déjà, on est très content que vous posiez les questions pour savoir quels sont les débouchés, les difficultés qu'il y a au Bénin. Il ne faut pas qu'on se monte, c'est vraiment difficile. Mais voilà. Les gens quand même essaient de faire quelque chose. C'est vrai que ça ne prend pas encore, mais ils essaient. Kevin Dedila. Voilà. Je ne sais pas si M. Romuald, qui avait levé la main, va ajouter quelque chose. Oui, je voulais poser une question comme l'a fait mon précédent sur l'état actuel du Bénin en matière d'offres et consorts. Parce que moi, même étant étudiant en IA à IFRI, une filière qui a été créée tout récemment, la plupart de mes camarades ont eu du mal à trouver de stage focus IA et data. Déjà parce que il a très peu d'offres dedans et les peu d'entreprises qui font de la data ou qui ont un département data n'ont pas, par exemple, on ne voit pas d'offres d'emploi dans le secteur. Donc, on ne sait pas si ces entreprises-là font de la data ou pas, à moins qu'on connaisse quelqu'un qui le fait à l'intérieur. Maintenant, je voudrais poser une question à Abraham. C'est vrai qu'au Bénin, c'est un peu compliqué quand on pose la question, mais quelles sont les tranches salariales qu'on peut trouver au Bénin ou dans la sous-région? Et au-delà de ça, comment est considéré ceux de la data par rapport aux devs, voilà, aux développeurs web et consorts, les métiers qu'on retrouve souvent? Que ça soit comment ils sont considérés comme ça et comment ils sont considérés de manière salariale. Ok. Moi, j'ai une question avant de commencer. Qui parmi vous ici a déjà vu une entreprise au Bénin qui a lancé une offre de recrutement pour un expert en cybersécurité? Ah, je pense que personne ne réagit, hein. Ou bien, bon, je pense qu'on n'a pas on n'a pas de réponse. En fait, ce pourquoi je dis ça, c'est que vous voyez, en fait, la cybersécurité, on va pas se mentir, hein, c'est quelque chose d'ultra important. Quand on a une entreprise, quand on a une boîte, quand on livre des produits, plein de trucs. Donc, normalement, c'est un composant essentiel, tant au niveau du départ, c'est-à-dire au niveau de l'architecture du logiciel qu'on veut faire, jusqu'à son déploiement, son monitoring, les différents composants. On a besoin de mettre de la sécurité informatique derrière. Et tout le monde le sait. Mais pourtant, est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez plein d'entreprises au Bénin faire, bon, en fait, on veut recruter un analyste cybersécurité, un SOC ou je sais pas quoi, un pen tester, tout et tout. Moi, personnellement, je pense que je n'ai jamais vu d'offre claire comme ça au Bénin où on dit qu'on veut recruter tel profil. S'il y en a trop, c'est 2, c'est 3 que j'en ai vu. Mais réellement, on est là, IFRI en forme chaque année. Il y a plein d'écoles qui en forment chaque année. Il y en a une vingtaine, une trentaine qui sortent. Je ne sais pas combien ils sont à IFRI, mais qui sortent chaque année, analyse cybersécurité et tout. Donc, au final, en fait, par rapport à ces trucs-là, est-ce que c'est parce qu'on n'en voit pas assez que ça veut dire que les gens n'en trouvent pas?
ou est-ce que ça veut dire que ça ne sert réellement à rien et tout? Ça, je ne sais pas. Mais ce n'est pas mon avis. Et puis, moi, ce que je pense, c'est que vu l'ère à laquelle on est, qu'on le veuille ou pas, en fait, ce sont des métiers qui vont finalement revenir ici. Ce sont des métiers dont on aura besoin. Je pense qu'on a un secteur privé qui, un minimum, se développe un peu plus qu'avant. Donc, je pense que c'est tout à fait possible de s'en sortir. C'est dur, on va pas se mentir, mais ça sera toujours possible, en fait. Après, les questions des tranches salariales. Je pense que c'est une question à laquelle je ne veux pas vraiment répondre, hein, parce que je n'ai pas discuté avec énormément de gens dans le domaine pour en parler. Mais ce que je dirais, c'est que pour la plupart des entreprises, surtout la plupart des entreprises qui ne maîtrisent pas réellement ce que c'est que la data, les différents rôles, parce que pour que les gens vous proposent quelque chose de concret, pour que les gens comprennent réellement certaines choses, bah, il faut qu'ils comprennent les nuances, il faut qu'ils comprennent tout et tout. Et je ne sais pas combien de RH vont comprendre réellement ça. On comprend réellement ça pour l'instant. Donc, je dirais, comme je l'ai dit, vous serez assimilé à un développeur. Donc, si les développeurs sont mal payés dans la boîte, soyez sûr que vous serez mal payé aussi. Et si les développeurs sont très bien payés, soyez sûr que vous serez très bien payé aussi. Donc, moi, la seule chose que je peux dire, c'est que vous ne serez pas très loin de ça, en vrai. Vous ne serez pas très loin de ça. Après, comment est-ce que c'est perçu au niveau des développeurs? Moi, je l'ai toujours dit, hein, si vous faites de la data, de l'IA, vous n'êtes pas un développeur. Vous êtes peut-être un développeur dans le sens, peut-être même, est-ce que écrire du code fait de vous un software engineer? Non, 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 parce que le code, en fait, au final, chacun écrit pour ses propres raisons. Tu as des gens dans comment on appelle, dans le domaine universitaire qui écrivent beaucoup de code, beaucoup de MATLAB, beaucoup de R, vraiment beaucoup de R, mais ils sont pas développeurs, ils développent pas des produits et tout. Donc, la valeur qu'ils apportent n'est pas forcément au niveau du code. Et comme je l'ai dit, là, vous allez remarquer qu'on a des relais code dans une équipe data de bout en bout. Le data engineer au début et le ML engineer à la fin. C'est-à-dire que eux, ils sont censés s'assurer que peut-être que le data et analyste, le data scientist, ils ont sorti un travail, ils ont sorti plein de trucs en fait, mais que ça ne respecte pas certaines normes, software et tout. C'est vrai que eux, ils sont pas forcément software engineers, ils connaissent les pratiques, ils peuvent communiquer avec les software engineers, ils peuvent savoir qu'est-ce qu'on doit mettre en place, mais ce ne sont pas des développeurs. Ce ne sont pas forcément des développeurs. En griffe, hein, je mets ça en griffe parce que chacun a son avis sur la question. Ce ne sont pas forcément des développeurs. Donc, eux, ils vont comprendre réellement les enjeux de code, la partie où c'est important, et ils sauront comment communiquer avec les équipes software pour gérer ça. Donc, quand tu prends réellement les deux métiers qui sont au centre, et data analyst, data scientist, ce pas des métiers très code, en vrai. Parce que vous pouvez être data scientist, savoir écrire vos modèles et tout, mais la prod, c'est une autre guerre. La vérité, c'est ça, la prod, c'est une autre guerre. Donc, quand vous n'êtes pas en prod et tout, vraiment, vous n'avez pas les mêmes besoins, vous n'avez pas les mêmes trucs. Comme je le dis souvent, quand on parle de prod, quand on parle de software et tout, tu as un bébé que tu as élevé chez toi qui grandit et tu le mets dehors. Quand il était à la maison, il avait son comportement normal, hein, il était ce qu'il était. Maintenant, quand il sort, il y a telle personne qui le cherche des noirs, il doit cohabiter avec telle personne prend plus d'espace, telle personne fait ci. Donc, tout ça, c'est des problèmes que les data engineers, les ML engineers sont censés gérer parce que la prod, vous n'êtes pas seul. Donc, ce n'est pas réellement, je dirais, une équipe data n'est pas une équipe développeur. Les équipes développeurs font ce qu'ils font et savent faire ce qu'ils font, ce qu'ils sont censés faire, développer du logiciel, etc., enregistrer des données, faire plein de trucs. Mais fondamentalement différent pour moi, une équipe data et tout, surtout pour des métiers comme les data scientists où il faut une bonne base déjà mathématique avant de parler de code pour comprendre des modèles
pour savoir comment implémenter ces modèles-là et tout. Et il faut une bonne base métier pour les data analysts pour pouvoir, avant de mettre les compétences techniques dessus, pour savoir comment aider le business. Donc, c'est mon avis par rapport aux questions de Romuald. Romuald, je ne sais pas si tu as d'autres préoccupations, des apports, des questions par rapport à ça encore, ou si quelqu'un veut dire quelque chose par rapport à ça. Ok. Est-ce que Jasmine est toujours là? Je pense qu'on va Oui, écouter Nobel alors, non? Ok. oui, c'est pour intervenir sur la grille salariale. Bon, généralement, il n'y a pas vraiment une grille salariale, je dirais, assez précise pour ces genres de secteurs actuellement en activité. Mais si tu veux vraiment creuser la question, il y a une certaine grille qui avait, je crois, avait leaké en temps concernant la grille salariale, mais c'est pour la Côte d'Ivoire de façon précise. Ils ont fait une petite enquête concernant les métiers et tout, et je crois qu'il y avait certains domaines de la data, en tout cas de l'engineering à ce niveau. Donc, je vais quand même faire quelques recherches et peut-être envoyer un lien après, un peu plus tard, si possible. Peut-être tu peux te baser dessus pour voir à peu près à quoi ça ressemble peut-être dans d'autres pays, vu que la Côte d'Ivoire est quand même dans la sous-région, à quoi ça ressemble dans d'autres pays proches du Bénin. Peut-être que lorsque ça viendra un peu plus en force au Bénin, les montants seront un peu plus égaux ou, je sais pas, légèrement plus. C'était tout mon apport. Ok. Ok, on en prend d'autres. Bon, je pense que ce serait intéressant de regarder ça, même si après, chaque pays est différent et le niveau de vie est différent aussi. Donc, on verra bien. En tout cas, si tu as ce genre de documents-là, n'hésite pas à les partager. Romuald, je pense que tu voulais dire quelque chose. Hein. Oui, toujours par rapport à ce que j'avais dit, ce que j'ai remarqué aussi, toujours en tant qu'étudiant et par rapport au stage, on est en période de stage actuellement, on a remarqué que beaucoup d'entreprises sont en train d'essayer tout ce qui est IA côté LLM et consorts et le fait des produits dans ce sens, puisque c'est ce qui est à la mode en griffe actuellement. Est-ce que, bon, c'est vrai que ça relève un peu de la hype. Maintenant, est-ce que ce truc-là ne va pas peut-être déclencher quelque chose où les métiers de la data vont essayer voilà, de prendre un peu plus de la place? Parce que qui dit LLM, souvent ces genres de produits, c'est souvent de l'automatisation avec de la data qui existait déjà. Et on a des concepts comme le RAG, où on manipule des documents, des données externes et consorts, donc de la data de façon générale, etc. Euh, est-ce que c'est pas quelque chose également qui est intéressant et qui pourrait valoriser un peu le métier? Ok. Bon, je dirais que chaque entreprise essaie d'aborder la question comme il veut, comme il peut. C'est vrai qu'il y a beaucoup de hype dedans. On ne va pas se mentir. Tout le monde veut faire un produit LLM basé sur l'IA, sur ChatGPT ou je sais pas quoi. Ce n'est pas forcément mauvais. C'est pas forcément mauvais. Mais comme moi, je l'ai dit, la plupart du temps, ils vont recruter quelqu'un qui sait faire de la data science ou qui sait créer des modèles et tout. Mais au final, ils vont se rendre compte que il faut communiquer avec les bases de données, il faut nettoyer, il faut orchestrer, il faut faire plein de trucs. Et forcément, un data engineer viendra là. Donc, ce n'est pas réellement mauvais que les entreprises s'intéressent à ça. Parce que si c'est là que les entreprises s'intéressent et que c'est là le point d'entrée de certains, tant mieux et tout. Donc, après, est-ce que forcément commencer par l'IA générative dans une boîte et essayer de mettre ça en production, est-ce que c'est la meilleure façon de faire? Je pense que les avis sont partagés. Moi, je ne trouve pas que ce soit forcément le truc le plus intéressant pour une entreprise qui s'ouvre à la data pour la première fois. Pour moi, le plus important déjà, c'est d'avoir une vue 360 sur le business, sur les métriques du produit qu'on fait et tout. Donc,
principalement, déjà, ce serait un data analyst, un data engineer. Pour moi, pour commencer pour une boîte, bah, ce serait déjà top. Ensuite, peut-être vous allez vous trouver un data scientist pour vous mettre vos modèles et tout, ou peut-être même vous gérer comme vous voulez. Maintenant, c'est vrai que l'IA générative, c'est très attractif. C'est très, très, très attractif. Mais en fait, ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Réellement, ChatGPT comme ça, c'est vrai que vous pouvez réellement mettre certaines choses en place très, très, très facilement avec du code, très, très simplement, même sans forcément tout comprendre et tout. Mais dès le moment où vous croisez la prod, en fait, c'est là que ça commence par grincer des dents. Et c'est des solutions, il faut réellement une bonne équipe et une bonne expérience technique très poussée réellement pour maintenir ça en prod, pour monitorer ça en prod comme il faut. Donc, c'est mon avis sur la question. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à ta question et tout. Oui, oui. Ok. Oui, oui, en rebondissant sur ce que tu as dit, effectivement, il y a le challenge de la prod et même déjà à l'étape de développement. Ce que j'ai remarqué déjà lorsqu'on recrute des stagiaires ou des gens dans ce sens, c'est que les entreprises ne veulent pas utiliser d'API externes payants. Donc, tu sens les modèles comme GPT, comme tu as dit, ou Claude, ne veulent pas payer ou dépendre de ça. Parce que ça va leur coûter de l'argent. Ils sont encore en phase d'expérimentation. Et même pour déployer, ils ne veulent pas dépendre de ceux-là. Or, les modèles open source qui existent sont, avant de pouvoir les utiliser en production, il y a des challenges. Il y a aussi la question fondamentale des GPU et tout le monde ne veut pas investir dedans. Donc, je pense également, c'est également ce qui fait que peut-être, euh, malgré la hype, il a beaucoup de retard sur euh, ce volet-là. Donc, voilà. Maintenant aussi, je pense que il y a quelqu'un qui a parlé de freelance. Je sais qu'il y a certains au Bénin quand même, en matière de data science et ML, ils font du freelance. Euh, donc, je dirais que le plus important, c'est l'anglais. Et du côté anglophone, je crois que la data est encore plus développée que ici au Bénin, je dirais. Et comme Madame Jospin l'a dit par rapport à la conférence, le TSA qu'ils ont fait à Ibadan, il y avait beaucoup plus de... Ce genre de trucs, d'événements liés à la data, on les retrouve beaucoup plus du côté, euh, du côté anglophone. Donc, peut-être que en maîtrisant un peu l'anglais, on peut se faire, euh, voilà, on peut avoir un job dans ce sens-là, sur ces marchés. Ok. Oui, effectivement, en maîtrisant l'anglais, ouais, l'anglais, c'est important pour tout. Et je voudrais aussi, en griffe, parler un peu d'une petite expérience, en fait, c'est que j'étais développeur front-end dans une boîte et on voulait faire un dashboard. Du coup, le dashboard, c'est, normalement, il faut respecter certains critères, comme on l'a dit, les KPI, tout, mais voilà, c'est le DG qui dit ce qu'il veut voir, le CTO le suit. Donc, je sentais que je faisais pas un travail honnête. C'était pas un dashboard, en fait. J'affichais juste des trucs. Donc, c'est aussi, en tant que développeur, en fait, mine de rien, on a quand même l'opportunité d'insérer un peu du professionnalisme dans ce que nous faisons en mettant en place nos dashboards, suivant les règles déjà du secteur dans lequel on est, et ensuite en faisant vraiment un truc formidable qu'ils vont eux-mêmes. Et je voudrais dire que normalement, on avait prévu 1 heure, mais là, on est à 1h30. Je vais peut-être laisser M. Abraham faire sa petite conclusion et inviter tous ceux qui ne sont pas déjà dans la communauté Python Bénin à nous écrire sur LinkedIn
ou à écrire déjà dans le chat. Pour, s'il veut rejoindre la communauté, on pourra les ajouter. Et après, on va vaquer à nos occupations. Comme on l'a dit, c'est pas encore fini. On a 2 séances encore à faire qu'on va programmer. Donc, soyez sûrs que l'intérêt que vous portez à ce secteur-là est vraiment pris en compte dans la communauté Python Bénin et qu'on est en train de faire tout notre possible pour aider tout le monde à se retrouver. Merci. Ok, Abraham, donc on est presque à la fin. Bon, déjà, je voudrais rebondir sur un petit truc que Jocelyne a dit, ça m'a fait un peu marrer. En fait, le vrai chose là, le vrai enjeu, là où on commence par voir réellement le vrai bénéfice de la data, c'est lorsqu'on a énormément de données. Vous avez, comment dire, une entreprise qui génère des tonnes de données. Parfois, c'est très difficile pour les software engineers de savoir comment afficher ça dans les dashboards en fonction de leur niveau de compétence, bien évidemment, parce que c'est tout à fait possible pour eux. Mais c'est parfois difficile pour eux aussi de pouvoir réellement pouvoir faire de l'analytique, surtout quand on doit faire de l'analytique pour tous les clients. Tu prends une boîte comme Facebook qui a près du milliard d'utilisateurs ou même plus, je ne sais plus, des utilisateurs qui like tout le temps des posts. Vous imaginez le nombre de posts, le nombre de photos, le nombre de vidéos qui circulent. Si réellement, il n'y a pas réellement le nombre de notifications même que vous recevez et tout, s'il n'y a pas cette partie data et autres, je pense que ce serait dur pour eux de réellement s'en sortir avec tout ça. Peut-être qu'ils le feront, mais il y a même beaucoup d'outils aujourd'hui qu'on utilise à la data, dans le data engineering, dans l'IA, qui sont sortis de Meta pour répondre à ces besoins de traitement de données et tout. Donc, c'est un peu ça. Donc, quand vous avez des entreprises qui vont générer énormément de données, qui vont se demander, bah, on a plein de clients, on génère énormément de données, qu'est-ce qu'on peut tirer comme information de là? Bah, il y aura toujours une porte d'entrée pour vous en data. Ça, c'est mon avis. Comme conclusion, bah, je dirais que c'est une séance très intéressante. Je pense que je me disais qu'on aurait été un peu plus nombreux, mais visiblement, pluie et grâce matinée ont décidé autrement. Donc, on va se revoir pour une autre séance. Ce que je voudrais peut-être proposer, bon, c'est Jospin qui va décider à la fin. Mais c'était peut-être on a prévu 2 séances sur des sujets. Je ne sais pas quel sujet intéresserait beaucoup plus les gens. Moi, je pense que faire un lab sur du data engineering, c'est-à-dire pouvoir se connecter à une base de données d'un produit, pouvoir extraire des données, pouvoir orchestrer le tout et pouvoir livrer ça et dans une autre base de données organisée, modélisée, bah, ce serait top pour des gens. Et ensuite faire une deuxième séance où on prendra par exemple un outil dashboard, peu importe lequel, et on verra comment connecter à la source de données qu'on a, comment l'utiliser dessus et tout. Maintenant, après, si d'autres personnes sont intéressées par d'autres sujets, je pense qu'on va laisser Jospin gérer. Peut-être elle va vous transmettre un sondage ou je ne sais pas quoi. Et on verra bien comment gérer tout ça. Donc, merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'être là. Et j'espère qu'on se reverra très bientôt. Je pense que je ne connais pas tout le monde ici. Peut-être que je vais peut-être laisser mon LinkedIn et peut-être mon numéro WhatsApp si certaines personnes veulent m'écrire, discuter et tout. Et donc, je vais laisser mon LinkedIn dans le chat et mon WhatsApp aussi. Ok, donc j'en ai fini. Merci à tous et à la prochaine. ok, merci à Abraham d'avoir accepté d'être notre guest aujourd'hui. Désolée pour le bruit autour de moi. Je suis ravie de l'intérêt que vous portez. Donc, vous savez maintenant quoi faire. C'est de partager l'information pour
c'est de partager l'information autour de vous pour tous ceux qui seraient intéressés. Et merci d'avoir été là. On avait prévu 1 heure, on a dépassé l'heure. Et franchement, moi, j'ai apprécié la présentation de M. Abraham. On va faire le sondage aussi, comme il l'a dit. Et voilà. Donc, pour ceux qui veulent rejoindre la communauté, on va vous ajouter. Donc, il y a le lien qui est toujours disponible, que vous voyez dans le chat, sur lequel vous pouvez vous inscrire et tout, pour plus d'informations. Merci beaucoup. Et je vais laisser maintenant la place à Nobel, s'il a quelque chose à ajouter. Ok, bon, je crois que tout a été dit. Nous allons remercier M. Abraham Jaspin pour la présentation. Donc, Python Bénin est disponible sur les différents canaux de communication, LinkedIn, Facebook, partout où vous voulez. Je crois qu'on fait l'effort quand même. La vidéo sera retransmise aussi au niveau de YouTube. Donc, ceux qui veulent vraiment rester à l'affût des informations concernant les plannings des prochaines séances de Data Lab, je crois qu'on va faire l'effort de les mettre en œuvre le plus tôt possible pour que tout le monde puisse avoir une idée de comment ça se passe, du travail de façon concrète. Vous pouvez vous inscrire à travers le lien qui est dans le chat et rester à l'affût quand même des informations. Je vous remercie tout le monde et on se dit rendez-vous à la prochaine séance. Merci.